Bonjour les gars et les filles du foyer 202. Alors que colonisation 4, hein, vous ne voyez rien là. Hein? Voilà le schéma. Colonisation 4. Deux thèmes pour aujourd'hui, pour conclure ce module. Donc, je vous rappelle de faire la ligne du temps après ceci. Après ce chapitre, c'est la fin du module. Les deux thèmes d'aujourd'hui, c'est l'esclavage qui retourne en force à l'époque de la modernité en Amérique, d'accord? Et l'autre, c'est ce commerce qui s'installe sur trois continents qui s'appelle le commerce triangulaire. Alors que premier mot-clé, on sort un peu de notre contexte temporaire qu'on va jeter un regard en arrière. L'esclavage à l'Antiquité et au Moyen-Âge. Nous sommes à la modernité. Comment c'était avant? Alors que, vous le savez, à l'Antiquité, pratiquement tous les pays, toutes les civilisations avaient des esclaves. Déjà, le Code d'Hammurabi nous parle des esclaves, les Égyptiens avaient des esclaves. La ville d'Athènes, au 5e siècle avant Jésus-Christ, avait la moitié de la population des esclaves. Et pour Rome, pour l'Empire romain, les esclaves, c'était les moteurs de l'économie, puisque c'était ceux qui travaillaient. Au Moyen-Âge, les choses changent, d'accord? Peu à peu, surtout sous l'influence du christianisme, qui considère une certaine dignité de la personne, l'esclavage va lentement, peu à peu, disparaître. Bien sûr, il y a d'autres formes d'exploitation, les serfs de la glèbe, mais les serfs de la glèbe ne sont pas des esclaves. Les serfs de la glèbe ont un pacte avec leur seigneur. Ils ont droit à la justice, à la protection, à travailler tranquillement. D'accord, on ne les achète pas, on les vend. Donc, au fil du temps, au Moyen-Âge, l'esclavage disparaît. Avec certaines exceptions. Encore à la Renaissance, par exemple, à Venise, il y avait quelques marchands qui faisaient du commerce avec les Arabes. Et aux autres, ils s'achetaient quelques esclaves et ils les ramenaient chez eux. Mais c'était encore là vu comme une sorte d'abus. C'était le premier mot-clé. Esclavage, c'est un rappel de ce qu'il y avait avant. Esclavage à la modernité. D'accord? Qu'est-ce qui se passe à partir du XVIe siècle, que l'esclavage revient en force et ça sera la main-d'œuvre fondamentale pour beaucoup de colonies en Amérique. D'accord? Alors que déjà, nous l'avons mentionné la dernière fois. On le rappelle ici. Quand les Portugais commencent à coloniser le Brésil, d'accord, ils trouvent des terres très fertiles, des grandes forêts. Il suffit de défricher, puis on peut faire la production de la canne à sucre, qui est très, 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 très rentable. Sauf que, comme les Espagnols, les Portugais exploitent les Amérindiens, mais les Amérindiens ont une chute de population, ils ne sont pas assez forts, donc ils n'arrivent pas à exploiter toutes les terres qu'ils voudraient, parce qu'ils n'ont pas assez de main-d'œuvre. Mais ces mêmes Portugais ont déjà commencé les voyages en Asie, donc ils circumnaviguent l'Afrique, ils font du commerce en Angola et au Mozambique et dans d'autres pays africains, et les marchands africains leur proposent d'acheter des esclaves, car l'Afrique a toujours de l'esclavage. En Afrique, il y a une sorte de système qui fait en sorte que ceux qui ne payent pas leurs dettes se font confisquer, eux-mêmes ou leurs enfants, et les gens sont vendus comme esclaves pour récupérer l'argent des dettes. Donc, en Afrique, l'esclavage existe toujours. Or, que les marchands portugais font le lien. Ici, on nous propose des esclaves. En Amérique, on a besoin de main-d'œuvre. Et voilà que les Portugais commencent ce commerce. Et les Espagnols les suivent tout de suite. D'accord? Disons que pendant tout le XVIe siècle, l'esclavage, le commerce des esclaves, c'est un monopole portugais et espagnol.
Or, il faut dire qu'il faut enlever l'idée, il ne faut pas avoir l'idée que c'était les Blancs qui allaient en Afrique et qui capturaient les Noirs. Non, c'était les Noirs qui vendaient d'autres Noirs. Ces bateaux qui transportent des esclaves de l'Afrique jusqu'à l'Amérique, on les appellera les négriers. D'accord? Et une fois rendus au Brésil et dans les colonies espagnoles, ces esclaves-là seront employés pour travailler dans les plantations de canne à sucre, de coton et aussi dans les mines. Question. Yasmine. C'est quoi le nom du bateau qui les transporte? Négriers. On les appelle les négriers. D'accord? Je n'utiliserai là ce terme auquel vous pensez, mais ces bateaux-là, historiquement, on les appelait négriers. Et Ranim. Comment? Dans les plantations de coton, canne à sucre et dans les mines. Alors, le prochain mot-clé, les pays esclavagistes. On a dit tantôt, c'est les Espagnols et les Portugais qui commencent, mais au XVIIe siècle, les Anglais, les Français et les Hollandais font aussi ce commerce d'esclaves. Non? Nous savons que ces pays ont commencé la colonisation plus tard, seulement au XVIIe siècle. Ils sont arrivés presque un siècle plus tard par rapport aux Espagnols. Nous avons une date comme point de repère. En 1619 se documentait la première cargaison d'esclaves qui arrive en Virginie. Qui se souvient de la date de la fondation du premier établissement en Virginie? Elisa? 1607. 1607, donc 12 ans plus tard, les Britanniques aussi ont des esclaves. Qu'est-ce que les gens pensaient de ceci? D'accord, il faut dire que tous les esclaves de cette époque étaient des Noirs, hein, mais pas d'autres types d'esclaves. Alors qu'en Europe, l'esclavage trouve par la mentalité dominante une sorte d'approbation. D'accord, au XVIIIe siècle, c'est encore le siècle de l'esclavage, que c'est le siècle des Lumières, où il y avait des philosophes qui influençaient beaucoup la mentalité. Beaucoup de ces philosophes Lumières justifient l'esclavage. Voltaire, par exemple, un grand penseur du XVIIIe siècle qui prêchera la tolérance, d'accord, qui a une pensée très moderne, lui aussi, quand il parle des Noirs, quand il écrit des Noirs, il dit les Noirs sont nés pour être esclaves. C'était un peu la mentalité. Une mentalité qui va évoluer. Puis à la Révolution française, par contre, on abolira. Mais disons, en Europe, il y a des gens qui ont tendance à justifier l'esclavage. Qui s'oppose? Évidemment, il y a du monde qui s'oppose. Surtout les églises. Autant l'Église catholique que les églises protestantes, dans leur ensemble, ils s'opposent, d'accord, à l'esclavage. Et ils vont faire de la pression surtout en Espagne, qui sera le premier pays à abolir l'esclavage. Mais vous savez comment fonctionnait dans la colonisation espagnole. En Espagne, on faisait un certain type de loi que les colons qui se trouvaient en Amérique ne respectaient pas. Et donc, c'était un autre chemin. Quand même, il y avait beaucoup de gens qui, même des chrétiens, qui justifiaient l'esclavage. Si l'ensemble des églises étaient contre, il y avait certains chrétiens quand même qui justifiaient l'esclavage. Pour certains, par exemple, les communautés protestantes, l'esclavagisme était bon parce que ça permettait à ces Noirs-là de devenir chrétiens. Pour certains. D'accord? Donc, c'était le troisième mot clé. Question? Arine? Qui disait les Noirs sont nés pour l'esclavage? Et certains philosophes lumière, Voltaire notamment, mais il disait des choses encore pires que ça. Oui, Rafiou. Anas. Les trois pays qui ont acheté des esclaves au XVIIe siècle, c'était les Anglais, la France et l'Hollande. Les Hollandais, pour les temps qu'ils ont eu des colonies en Amérique.
Le commerce triangulaire. Pourquoi on l'appelle comme ça? Parce que ça s'est fait sur 3 continents. Les bateaux des compagnies européennes partent des ports atlantiques. Ils vont en Afrique, ils vendent une partie de leurs produits, ils remplissent leurs bateaux d'esclaves, les amènent en Amérique, qui est en Amérique du Sud, qui est en Amérique du Nord, et puis, une fois vidés tous les bateaux, ils le chargent des produits américains et ils l'importent en Europe. Ce commerce-là était très, très, très rentable. D'accord? Tellement rentable que selon certains, une compagnie européenne, autour de 2 voyages comme ça, avait récupéré tout l'argent et investi pour construire ces gros bateaux, ces gros voiliers qui coûtaient énormément. D'accord? Et c'était un peu les vrais moteurs de la colonisation. D'accord? Quand on s'est fait de l'argent, on est motivé à aller coloniser, s'installer, faire des activités pour s'enrichir. D'accord? Le produit, entre guillemets, le plus rentable, c'était exactement les esclaves. Les esclaves étaient vendus 5 fois plus cher en Amérique du prix payé en Afrique. D'accord? Les ports en Europe où la plupart de ces bateaux partaient, c'était, je vais les écrire ici, en France, Le Havre, Bordeaux, La Rochelle. Ce sont des ports atlantiques en France. Par contre, en Angleterre, c'était Liverpool et Bristol. D'accord? Ce sont les ports européens d'où partent ces bateaux qui font le commerce triangulaire. D'accord? Ok. On va voir quels sont les produits que les Européens vendaient aux autres continents. Quels sont les produits typiques des Européens? Qui est capable de me dire? Yasmine. La quincaillerie. Bon, première chose, la quincaillerie. Les forgerons européens vendaient des haches, des casseroles. D'accord? Ils vendaient bien. Puis, tantôt les questions. Puis, les autres, c'était la poudre à canon et les tissus et les armes. D'accord? Donc, ils chargeaient ce produit en Europe. Ils vont en Afrique, ils vendent une partie de ceci, le reste, ça sera destiné aux colons en Amérique. Et ils remplissent les bateaux au maximum d'esclaves. Et puis, en Amérique, ils déchargent tout. Et quels sont les produits américains qu'on vend bien en Europe? Facile à dire. Elisa? Café, et puis canne à sucre, et encore et le coton. D'accord? Certains disaient la fourrure. Oui, évidemment, au Canada, la fourrure. Mais dans le contexte de ce grand commerce triangulaire, la fourrure était marginale. C'était 1-2%. D'accord? Au Canada, c'était important, mais ailleurs, c'était un peu moins important. Bon, c'était ceci. Question avant que j'avance. Aya. Alors que l'Europe vendait quincaillerie, poudre à canon, armes et tissus. L'Afrique vendait des esclaves. L'Amérique vendait canne à sucre, coton, café. Si vous voulez, vous ajoutez la fourrure. Les conditions inhumaines. Ici, on se réfère évidemment au voyage qui transportait les esclaves de l'Afrique à l'Amérique. Avant de parler des conditions du voyage des esclaves, on va voir un peu quel était l'état de la navigation pour tout le monde à l'époque des voiliers, c'est-à-dire jusqu'au 19e siècle avec l'invention du bateau à vapeur. Alors que faire un voyage, c'était quelque chose d'extrêmement difficile pour tous. D'accord?
Je sais que, par exemple, un voyage de la France au Canada, ça pouvait durer normalement 2 mois. Mais en fait, on savait quand on partait, mais on ne pouvait pas établir une date d'arrivée, parce que tout ça dépendait des vents. S'il y avait des vents, le bateau avançait. Mais quelquefois, d'accord, le bateau se retrouvait au milieu de l'océan, de l'Atlantique. Il arrivait une journée où il n'y avait pas de vent. Qu'est-ce que le bateau faisait? Il s'arrêtait. Qu'est-ce que les marins, tous les voyageurs faisaient? Ils attendaient là, qu'un peu de temps arrive. Il y a du vent? Non? Et restaient là. Et donc, imaginez qu'est-ce que ça veut dire rester 2 mois en bateau. D'accord? Et imaginez l'état de la nourriture. Le premier jour, tu as des fruits, des légumes, mais après une semaine, tu n'en as plus. Ce n'est que de la nourriture sèche. OK? En effet, vous savez, les marins étaient tous malades parce qu'il manquait de vitamines. Ils avaient cette maladie qui s'appelle le scorbut, qu'on voyait surtout, ils avaient laissé des traces surtout dans les gencives. Et puis, imaginez la condition, l'état de l'eau. On ne gardait pas dans l'eau dans des bouteilles hermétiquement fermées. L'eau, c'était dans des barils, des tonneaux. Les premiers jours, c'était bon, et puis plus ça avançait, l'eau puait, ça goûtait mauvais, mais il fallait la boire au moins une louche par jour pour ne pas se déshydrater. Vous imaginez s'il y avait une épidémie dans le bateau. Imaginez les rats qui étaient dans le bateau, il fallait manger la même nourriture que les rats rongés, d'accord? Et d'autres risques qui s'ajoutaient, les ouragans, les piratages. Donc, faire un voyage était quelque chose, une aventure extrêmement dangereuse et mal commode, inconfortable, même pour les riches, même pour les voyageurs qui avaient payé le billet plus cher pour avoir un peu de luxe, pour avoir leur propre cabine. Ça, c'était la condition normale. Donc, on ne pouvait pas, dans sa vie, faire beaucoup de voyages. Bartolomé de Las Casas a fait beaucoup de voyages en Europe, mais il nous démontre jusqu'à quel point il était motivé de défendre les Amérindiens. Or, si ceci étaient les conditions normales du voyage, imaginez qu'elles devaient être celles-ci devaient être pour les esclaves. Les esclaves étaient enchaînés sur les planchers qui étaient en bois. Et ils n'avaient que 2 mètres carrés chacun pour s'allonger. D'accord? Et puis, ils ne pouvaient même pas aller aux toilettes. D'accord? Donc, tout était là. Une fois par jour, un marin arrive et jette de l'eau, quelques seaux d'eau pour laver. Ils étaient nourris vraiment au minimum avec de la farine mouillée, vraiment le minimum d'eau. OK? Et dans ces conditions, les plus faibles mouraient, n'arrivaient pas à destination. Et quelquefois, quand le voyage était plus long que prévu, parce qu'il n'y avait pas assez de vent, il n'y avait pas assez de nourriture pour tous les gens qui étaient là, pour tous les esclaves. Comment ils trouvaient une solution au problème? Très facile. Ils prenaient un certain nombre d'esclaves, aux autres, ils décidaient qui, et les jetaient par-dessus bord. Et ils allaient se noyer comme ça. D'accord? Dans ces conditions, il y avait une mortalité pendant la traversée de l'Atlantique de 30 jusqu'à 60% des esclaves, de ces noirs, de ces pauvres noirs-là. D'accord? Mais c'était rentable pareil, parce qu'ils les vendaient 5 fois plus cher. Si vous faites le compte, même si la moitié mourait, ils avaient des gros profits. Une fois rendus à destination, bon, là, ils étaient nourris, soignés, d'accord, et seulement une semaine, 2 semaines plus tard, ils étaient vendus. Ils étaient un produit. Comme dans un magasin aujourd'hui, on essaie de nous présenter un produit propre, d'accord, un produit dans bonnes conditions. Les autres faisaient la même chose avec les esclaves qui avaient survécu. On les soignait avant de les vendre. Dans ces conditions, 10 millions d'esclaves sont arrivés en Amérique pendant les siècles 16, 17, 18.
Le plus fort, c'était le XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, il y avait entre 40 et 100 000 Noirs qui étaient amenés en Amérique. Où est-ce qu'il y a eu la plus haute concentration d'esclaves? Facile à dire. Là où aujourd'hui, il y a plus de Noirs qui sont les Afro-Américains, on les appelle descendants de ces Noirs réduits en esclavage. Quels sont donc ces pays? Oui. Les États-Unis du Nord ou du Sud? Du Sud. La Virginie, le Tennessee, la Caroline du Nord, du Sud. Puis encore Haïti, bravo, tout à fait. Jamaïque, Jamaïque, la République dominicaine, Cuba, le Brésil. Et au Pérou aussi, encore aujourd'hui, il y a des villages. La Louisiane. Est-ce qu'au Canada, il y avait des esclaves? Oui, mais pas beaucoup. D'accord? Oui, parce que la colonie française avait des esclaves. Pourquoi pas beaucoup? Plus fort? Oui, quelle était la condition qui ne rendait pas nécessaire d'avoir des esclaves? Non, on n'exploitait pas les Amérindiens. Oui, Nathaël. Non, ça n'a rien à voir, les fois. Et Sacha. Ils étaient déjà des paysans. Donc, au Canada, vous savez, les ressources, c'était la fourrure et des produits agricoles, puis le bois et produits agricoles, mais c'était les fermiers qui cultivaient. Il n'y avait pas de grandes plantations de café, canne à sucre et coton. Donc, on n'avait pas besoin de ce type de main-d'œuvre. Mais oui, il y en avait parce que tous des colons français qui, avant de s'installer au Canada, avaient vécu dans les Antilles, aux autres, ils venaient au Canada avec leurs esclaves domestiques. Comprenez-vous? Parce que certains esclaves travaillaient à la campagne, d'autres étaient des esclaves domestiques, c'est-à-dire ceux qui travaillaient à la maison, qui faisaient le ménage, la cuisine. Comprenez? Donc au Canada, il y a un nombre limité d'esclaves avec des fonctions de service domestique.